donne donc la parole à Pierre-Olivier pour ce premier temps, parce qu'on a déjà bien entamé cette première heure, ce premier temps autour du projet de loi sur la fin de... Merci Anne, merci beaucoup et merci à Isabelle pour l'organisation de ce cercle. Merci à toutes les deux. Donc, on souhaitait effectivement, il y a quelque temps, travailler avec vous le sujet de la loi fin de vie. Évidemment, l'actualité politique a un petit peu changé le programme, mais il nous semblait intéressant de continuer. Alors, parce que les questions qui ont été soulevées par le projet lui-même restent d'actualité, même si le projet législatif, évidemment, est en suspens avec les élections actuelles. Ce qu'on vous propose, c'est de revenir sur cette histoire, puisque c'est une histoire qui évidemment est très longue. On vous avait envoyé des éléments de questionnaire en rappelant que c'est un sujet que l'on travaille depuis plusieurs années. On l'a travaillé avec vous, les membres, l'année dernière. On avait eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet avec la FNISASIC. Merci à Pierre d'être avec nous, ainsi qu'avec la Fédération des établissements hospitaliers, la FEAP, pour rappeler qu'à l'époque, c'était il y a déjà un peu plus d'un an, qu'on était réticents à toute évolution législative tant que les moyens n'étaient pas donnés aux soins palliatifs de se développer de manière correcte et puis de mettre en œuvre de manière là aussi correcte la loi Claeys-Leonetti. L'agenda politique, on a décidé autrement. Cette loi est arrivée sur la table et il nous avait semblé intéressant de partager avec vous ces réflexions. Et lorsque l'on a commencé à travailler, c'est effectivement le travail qu'avait mené la commission éthique et société de la Fédération protestante de France qui nous semblait le travail le plus abouti et que l'on a partagé avec vous. Et on remercie du coup Pascal Godon qui a participé à ce travail d'être avec nous. Et ce que l'on vous propose donc, pour cette première partie de matinée, c'est donc de prendre un temps avec Pascal pour retracer un petit peu le parcours de cette loi et surtout les enjeux qui étaient contenus dans cette loi, même si, encore une fois, l'actualité fait que c'est peut-être pas forcément ce projet de loi qui aboutira un jour. Vous donner quand même un petit retour sur le questionnaire que l'on vous avait fait passer, puisqu'on a eu un peu plus d'une centaine de retours, avec toutes les pincettes qu'il faut évidemment sur un retour comme ça d'enquête. Et puis on terminera, si on a un petit peu de temps, pour voir avec vous justement un peu quelles peuvent être les perspectives au niveau de notre cercle et du travail de la fédération. J'allais dire, au-delà de la question législative, comment cette question de l'accompagnement de la fin de vie, de la vie jusqu'à la mort, euh, on peut peut-être ensemble partager des bonnes pratiques ou voir comment on pourrait peut-être développer des projets ensemble. Voilà un petit peu pour être rapide dans cette introduction. Et donc, je laisse maintenant la parole à Pascal pour ce premier temps de présentation donc, du parcours législatif de la loi actuelle et de ses enjeux. Merci. Eh bien, bonjour ou rebonjour. D'abord, qu'est-ce que la commission d'éthique et société? C'est donc une commission de la FPF. En général, elle se saisit de sujets à la demande du président de la FPF et dans un ou deux cas, on s'est autosaisi. La FEP a saisi la commission avec l'accord de la FPF, bien sûr, sur le problème, par exemple, des financements des associations. C'est un autre sujet, mais c'est pour vous dire qu'on a eu à se prononcer sur l'intelligence artificielle, sur la procréation médicalement assistée, sur un certain nombre de sujets. Alors, l'éthique, c'est quoi? C'est s'intéresser au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. Il y a donc dans cette définition un peu une contradiction entre l'individu et la vie en société, parce que, évidemment, il peut y avoir des divergences sur le sujet. Nous avons travaillé donc à la demande du président sur ce sujet. Il avait d'ailleurs eu à s'exprimer publiquement à plusieurs reprises à partir du document qu'on a fait. Il avait été reçu par le président de la République il y a quelques semaines ou quelques mois au moment du passage de la loi au Parlement.
Et d'ailleurs, ce qui avait été noté, c'est que seuls les protestants s'étaient prononcés de façon claire par un écrit. Les autres églises catholiques, musulmanes et autres églises ne s'étaient pas vraiment prononcées et en tout cas avaient fait seulement des déclarations verbales, mais personne n'avait jamais rien écrit. Alors, où en est-on aujourd'hui? Oublions que la loi est sans doute au frigidaire pour un certain temps. La position et ce que nous avons étudié, c'est, ça existait dans la loi Leonetti avant, une personne qui approche de la fin de vie est isolée par un certain nombre de circonstances de sa vie. On se fonde beaucoup sur la souffrance, on parle beaucoup de la souffrance physique, mais psychique, sociale et spirituelle, on oublie un peu. Et d'ailleurs, le président Kruger est revenu sur ce sujet du spirituel, qui n'a pas été repris par l'Assemblée nationale, entre parenthèses, quand elle a étudié le projet de loi. Car elles sont plus difficiles à mesurer et elles sont plus difficiles à contrecarrer. Il existe des médicaments, en gros, pour faire passer pour partie ou totalement la souffrance physique, mais psychiquement, par exemple, est-ce qu'on sait exactement ce qui se passe dans la tête et quelle est la souffrance de quelqu'un qui est atteint par la maladie d'Alzheimer? Je crois qu'on ignorera beaucoup de ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. La personne en fin de vie, elle perd une partie de sa liberté, de son autonomie, de son indépendance. Et il y a beaucoup de personnes en fin de vie qui ne supportent pas justement la dépendance par rapport à la société, qui perdent, disent-ils ou pensent-ils, mais c'est important le ressenti, bien entendu, qu'ils ne sont plus vraiment des hommes ou des femmes, ils sont à la disposition et ils sont dépendants et qui ne supportent pas intérieurement cette dépendance. Et quand on est en bonne santé, on ne comprend pas forcément cette chose-là. D'où l'idée, est-ce qu'on doit aller... Alors, il y a la loi Leonetti qui existe. On sait qu'il est, pour ce qui est du passé, on sait très bien qu'on peut amoindrir ou supprimer la douleur. Et puis, on peut, à la limite, et c'est ce qui se passe, endormir la personne jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Alors, il y a deux aspects des choses, et ceux qui sont autour de cet écran en savent sans doute plus que moi. Il y a aussi la façon de nourrir la personne pendant qu'elle est endormie. Si on ne la nourrit plus, et encore pire, si on ne lui donne plus à boire, ça peut ne pas durer longtemps. Alors, ce qui est venu, et l'intention à la fois du pouvoir exécutif et donc législatif pour partie, c'est de se dire, est-ce qu'on peut aller plus loin? Jusqu'à présent, on disait, on s'intéresse à la façon d'accompagner la fin de vie si l'horizon de vie est de seulement quelques semaines, quelques jours ou quelques heures, c'est une évidence. Mais en tout cas, il faut que la maladie soit inguérissable, il faut que la personne continue à se dégrader de façon certaine. En revanche, on n'est pas devin et on ne sait pas exactement quand sera le terme final. Et le législateur et l'exécutif ont pensé qu'il fallait anticiper ce qui pouvait se faire de nos jours, car de nos jours, ce genre dans les services palliatifs, l'échéance de la vie prévisible, c'était, je redis, quelques jours, quelques semaines, mais plutôt quelques heures. Et on sent bien qu'il y a une tendance à dire, oui, mais une personne qui est condamnée, est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer cette période de, entre guillemets, d'échéance, ressentie, encore une fois. On n'est pas obligé de penser que d'être dans un lit, de dépendre à 100% des autres, soit une déchéance, mais des personnes le sentent comme ça. Et est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper un peu l'action
du monde qui l'entoure, que ce soit la famille ou que ce soit le monde médical. Dans la commission, il y a plusieurs médecins. Et c'est clair que le monde médical, en grande partie, reste fidèle au serment d'Hippocrate et dit accompagner quelqu'un dans la mort et agir éventuellement pour raccourcir la vie ne fait pas partie des gestes médicaux. Et bien, des personnes qui sont ou des médecins ou des infirmières disent moi, je considère que ce n'est pas mon travail. Alors, est-ce que c'est le travail de réfléchir à ça du législateur? Je ne crois pas vraiment, parce que nous ne croyons pas vraiment. Le législateur est encore plus loin de la réalité. Et vous verrez qu'à la fin, la position de la Commission s'intéresse à la réalité, s'intéresse aux principes et s'intéresse aussi à la réalité. Le législateur, assis dans son amphithéâtre, là-haut, après avoir lu plein de beaux textes, c'est quand même lui qui va donner théoriquement le cadre d'une nouvelle loi. On n'en est pas encore là, je pense que d'ici 6 mois ou 1 an, on ne va pas trop en parler. Et il faut savoir qu'on parle là de 3%, semble-t-il, de la population, c'est-à-dire des gens dont on sait que de façon irrémédiable, ils ne guériront pas et que ça va se dégrader, que la souffrance va augmenter. Il faut savoir aussi que la première réaction de la Commission, un peu sous l'influence des médecins qui sont présents, mais pas que, est de dire oui, mais au fond, si on commençait par exécuter la loi Leonetti d'abord, et si d'abord il y avait des soins palliatifs dans toutes les régions de France, quitte à ce que vous me rectifiez tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas loin de 30% des régions, enfin des départements et des Français, qui n'ont pas de réels soins palliatifs à proximité de chez eux. C'est-à-dire que cette première loi, qui déjà est ancienne, n'a pas été complètement mise en place, ce qui est souvent le cas des lois. Hein. Ne rêvons pas, l'application des lois, à la fois elle est lente et parfois elle est totalement incomplète. Encore heureux si on commence à la mettre en place. Et la position de la Commission a été de dire il y a deux principes, mais c'est assez souvent le cas. Il y a l'éthique de principe et l'éthique de situation. Vous comprenez très bien que, à la fois, quand on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on est dans l'éthique de principe, mais que le médecin qui est face à un malade, que ce soit seul ou que ce soit entouré d'une équipe médicale, qui est quand même souhaitable et qui est souhaitée, on n'est pas confronté tout à fait au même problème. Et puis, dans la partie des gens qui accompagnent la personne qui est en fin de vie, il y a aussi l'entourage familial et l'entourage amical. Il y a donc la nécessité, vue par nous, que ceux qui vont se prononcer aient pu entendre, enfin ceux qui vont agir, si toutefois ils doivent agir, ils doivent le faire en ayant écouté et discuté longuement avec cet entourage familial et amical. Alors reste le problème, les deux gros mots, si j'ose dire, c'est l'aide au suicide et c'est l'euthanasie. Je ne pense pas que le projet de loi soit franchement pour installer l'euthanasie avec tous les dangers qu'on connaît, y compris dans les pays où la philosophie a défendu cette théorie mortifère. Mais on est quand même dans un état d'esprit où on ne dit pas « Oh oui, peut-être que la durée de vie, c'est 10 jours, alors est-ce qu'on ne pourrait pas l'endormir tout de suite et puis il va s'endormir dans le sommeil ?» C'était vrai
et c'est toujours vrai aujourd'hui. L'idée, c'est d'anticiper ça, par exemple, si le malade lui-même, qui n'est pas très bien traité, si j'ose dire. Pour moi, c'est quand même, alors, à condition qu'il ait évidemment toutes ses facultés mentales et qu'il puisse les exprimer clairement, c'est quand même le premier intéressé. Il faut qu'il soit lui-même volontaire, et j'ai été confronté à ce problème avec une de mes amies, pour une de mes amies qui avait 85 ans, et j'étais avec ses enfants quand ça s'est passé dans le service palliatif. Elle demandait à corps et à cri depuis longtemps de s'en aller. Et le médecin nous a fait tout un baratin, le patron du service palliatif. Il nous a dit oui, mais dans son village, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'envisage de la renvoyer. Et en réalité, le lendemain soir, elle était décédée. Je ne saurais jamais, et les enfants ne le savent pas plus que moi, ce qui s'est passé exactement. Est-ce que l'organisme s'est effondré d'un seul coup, ou est-ce qu'il a pris une décision sans le dire? Et vous voyez qu'il y a un vrai problème et que vous connaissez très bien. Avant de bientôt terminer, et pour vous donner la position exacte de la commission, moi, ma femme est dans un EHPAD et j'en ai discuté avec dans la région parisienne. Cet EHPAD, ça fait partie de ce qu'on dira tout à l'heure sur le questionnaire que vous avez eu entre les mains. L'EHPAD se refuse à ce que la fin de vie se passe ailleurs que dans l'EHPAD, et si possible avec participation importante de personnel de l'EHPAD, qui sera un personnel spécialisé de l'EHPAD, pas tout le personnel. C'est-à-dire refuser de dire à un certain moment, vous avez passé 5 ans ici ou 3 ans ici, et demain vous partez ailleurs et on ne vous reverra pas. Ce n'est pas explicitement dit, mais ça va de soi. La position de la Commission, c'est de dire d'en revenir à ce que je vous disais, éthique de principe, éthique de situation. En fait, vous connaissez le protestantisme sans doute mieux que moi. Souvent dans cette commission, il y a des opinions différentes et l'avantage, c'est qu'on termine presque toujours ou toujours par un consensus. Et là, le consensus, en fait, selon les églises à l'intérieur du protestantisme, était un peu différent. Il y en a qui sont pour rester, je dirais jusqu'au bout, dans l'éthique de principe, c'est-à-dire on ne va pas plus loin que la loi Leonetti. Ce n'est que quand on pense que l'issue fatale est dans 4 jours ou dans 8 jours ou dans 15, j'en sais rien, qu'on peut imaginer d'endormir la personne et de l'amener doucement et d'ailleurs inconsciemment vers la mort. Et il y avait quand même des partisans. Et donc, dans notre texte, il y a les deux aspects. Dans notre texte, on revient à dire à un certain moment, avec l'accord de tout le monde, oui, mais dans certains cas, on peut peut-être envisager une solution différente, c'est-à-dire une anticipation, en fait, du même comportement, mais pas une échéance de 4 jours à une échéance d'un mois ou de je ne sais trop quoi. Donc, en fait, la discussion, alors nous, on travaille lentement. Hein. Sortir un texte comme ça, il nous faut 1 an et demi. Mais heureusement, on s'y était pris à l'avance, avant que le président vienne de nous chatouiller en disant « je suis convoqué à l'Élysée » ou bien « je dois répondre à la presse ». Et on était préparé avant, mais c'est un texte qui a mis 1 an à sortir ou 1 an et demi à sortir du porte-plume. Et on voit bien que les différentes églises protestantes avaient une position qui n'était pas tout à fait la même, ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont pour l'éthique de principe sur le terrain, à certains moments, deviennent des défenseurs de l'éthique de situation, ou peut-être l'inverse, mais ça m'étonnerait davantage. Voilà un peu, si vous voulez, ce qui sort, qui n'est pas une position très, très ferme, mais qui est une position humaine. On peut avoir des principes votés par le Parlement, et puis face à un individu qui, par exemple, le demande à la fois parce qu'il souffre,
mais aussi parce qu'il considère qu'il n'est plus un homme, alors que vous savez que la dignité humaine et la personnalité humaine, vue en Occident, est inaliénable, au point que, comme vous le savez, le corps de ceux qui sont morts sont aussi respectables qu'un individu, ce qu'on ne voit pas tellement dans les guerres qui se passent autour de nous en ce moment, ce qui veut dire que l'humanité n'a pas bien progressé à cet égard, mais que sur le terrain, à la fois le monde médical n'est pas quand même trop partante pour agir, et d'ailleurs il est prévu plus ou moins que l'action peut être faite par la personne qui est appelée à mourir, par quelqu'un de la famille, tout ça après concertation dans un certain cercle de personnes qui se seront, entre guillemets, prononcées. On est dans le règne de l'intime, on parle, mais au dernier moment, on aura peut-être une opinion très différente, y compris pour nous-mêmes. Je crois que j'ai à peu près résumé. Merci beaucoup, Pascal, pour cette introduction sur à la fois l'évolution de ce texte législatif et les enjeux qu'il portait, à la fois au niveau donc, des enjeux médicaux, hein, voilà, comment on arrive à discerner le pronostic vital engagé, qu'est-ce que c'est que complètement éclairé, on voit bien toutes les questions que ça pose, mais aussi les questions éthiques sur la dignité, le suicide, l'euthanasie, enfin, voilà, tous ces concepts qui ont été remis sur la table à l'occasion de cette loi. Merci d'avoir aussi présenté le travail de la commission éthique et société de la FPF. C'est le travail que l'on vous avait envoyé. Hein. Donc, vous pouvez Oui, il retravailler. n'y a Eh qu'un à la seul, fois le il y a qu'un travail. seul texte. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez des textes d'autres sujets, on est prêt à vous les envoyer, ce qui est un autre problème. Oui, qu'on retrouve aussi tout simplement sur le site de la FPF. Hein. J'ai vu le travail Voilà, le en principe, travail de oui. fond se retrouve aussi sur le site. Rapidement, avant de vous donner la parole et de voir un petit peu comment vous avez réagi aussi à la fois donc, dans cette période du travail sur de la loi et puis comment ça rejoint les réflexions que vous pouvez avoir dans vos établissements. Vous partagez très rapidement le retour qui a été fait des questionnaires. Donc, vous savez qu'on avait partagé ce questionnaire à partir de 3 questions. Il nous semblait important, en fait, de questionner essentiellement la question de l'acte lui-même. On a pu travailler sur pas mal de sujets, mais c'est le choix que l'on a fait. Alors, je ne sais pas si le partage va fonctionner. On va voir s'il arrive. Euh, parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup discuté, notamment avec la FNISASIC, et je donnerai la parole tout à l'heure à Alain Ronde-Pierre qui pourra aussi réagir par rapport à cette question de l'acte doit-il se faire chez nous, à quelles conditions ou pas, puisque la FNISASIC a pris une position très claire là-dessus, et que l'on a senti assez rapidement que dans les établissements, à la fois pour des questions éthiques qu'a rappelé Pascal, mais aussi pour des questions pratiques, la tendance était quand même assez mesurée. Donc, on vous avait envoyé ce questionnaire, alors qu'il faut prendre évidemment avec toutes les pincettes méthodologiques possibles. D'abord, c'est pas pour arriver à une position de la Fédération de l'entraide protestante, parce que la diversité de nos membres montre que justement le positionnement sont divers. Ce n'était évidemment pas pour donner une position aux établissements eux-mêmes, puisque là, j'allais dire, chaque adhérent a la grande liberté de se positionner lui-même et aura à se positionner lui-même en fonction de ce que la loi dira ou pas hein, aussi. Mais il nous semblait intéressant d'avoir quand même un retour de tendance sur comment ça réagissait à l'intérieur des établissements. Donc, on a reçu 122 réponses à ce questionnaire de différents établissements, essentiellement, et c'est important, d'EHPAD, ce qui peut changer évidemment peut-être un petit peu l'angle. La première question que l'on avait posée, c'était est-ce que personnellement, vous accepteriez ou non de participer à la décision si une demande d'aide à mourir était formulée? C'était l'idée de la collégialité, de la réflexion autour de l'accompagnement de la personne. Là, on voit que les 2 tiers des personnes souhaitent être partie prenante de cette décision, ou en tout voilà, être consultées et partie prenante de la décision. La deuxième question, c'était est-ce que vous souhaitez
participer personnellement à l'acte de donner la mort. Là, on voit que à une étonnante peut-être, mais courte majorité, effectivement, c'est non. Il y a voilà, presque 60%, 56% de personnes. Là où c'est peut-être plus intéressant, c'est sur la question de pensez-vous que l'aide à mourir doit se pratiquer à l'extérieur de l'établissement, à l'intérieur de l'établissement, et ou à l'intérieur de l'établissement avec le soutien d'un service extérieur. Donc évidemment, là, les personnes pouvaient répondre à plusieurs choix, donc le cumul n'est pas à 100%, mais on voit que une majorité de personnes souhaitent que ça puisse se faire à l'intérieur de l'établissement, et ça rejoint ce que Pascal a dit, qu'effectivement, on l'avait déjà pressenti à travers l'expression de plusieurs directeurs d'établissement, mais là, ça rejoint un retour plus large du personnel aussi de ces établissements. Les personnes souhaitent accompagner les gens qui sont accueillis, notamment dans les EHPAD, mais dans les établissements plus largement, jusqu'au bout. Et si cet acte de donner la mort doit avoir lieu, il souhaite qu'il puisse être fait et réalisé à l'intérieur de l'établissement, avec quand même, et ça c'est intéressant, une forte proportion à ce que l'acte soit fait par un service extérieur. Ça rejoint certainement une réflexion que du coup, peut-être la loi ne passant pas, il sera peut-être intéressant d'anticiper et de préparer peut-être. C'est voilà, quel peut être ce type de service, cet accompagnement, qui pourrait le faire? Voilà, comment ne pas mélanger, c'était un souci aussi qui était apporté. Je ne vais pas vous lire tous les retours qui ont été faits dans le questionnaire, mais voilà, la question de la formation, comment on accompagne, comment on fait attention à ne pas mélanger cet acte de donner la mort avec l'acte d'accompagnement jusqu'à la fin, notamment dans les soins palliatifs. Comment on travaille cette question-là avec les équipes, mais aussi avec la personne et avec les familles. Voilà rapidement un peu les éléments qui sont sortis de cette enquête. Peut-être, Alain Grandepierre, si vous souhaitiez peut-être réagir et aussi donner un peu comment, parce qu'on avait été associés ensemble dans cette réflexion, comment la FNISASIC, elle aussi, s'est positionnée, et où vous en êtes peut-être à la fois par rapport à l'évolution de la loi et un peu à ces premières réactions. Vous avez le micro coupé, pardon, Alain. Oui, je rappelle que nous avions fait un papier commun qui expliquait pourquoi nous ne souhaitions pas, enfin je ne rentre pas dans le détail, que l'aide à mourir se développe dans les établissements. Le point de divergence sur lequel on est arrivé, et on avait écrit dans ce papier que lorsque, enfin, excusez-moi, je reprends pour être plus précis. Oui, ce qu'on avait dit, c'est qu'on ne souhaitait pas dans le papier commun que l'aide à mourir puisse être pratiquée par les personnels de nos établissements. Par contre, on avait ajouté que si la loi passait, ben, il faudrait que ce soit des équipes extérieures qui viennent procéder à l'acte létal dans l'établissement. Et je dois dire que cette dernière affirmation est une affirmation que, au sein de la FNISASIC, on a finalement rejetée, et c'est pour ça qu'on n'a pas poursuivi le chemin ensemble sur le sujet, considérant que l'acte létal ne pouvait pas être opéré dans nos établissements pour toutes les raisons qu'on avait déjà exposées les uns et les autres, à savoir le traumatisme que ça peut représenter, à la fois pour les résidents et pour les personnels, avec derrière toujours ce problème de la tension, hein, parce que dans un EHPAD, comme dans tout autre établissement, il y aura des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et il n'y a rien de pire que d'avoir des équipes qui soient divisées sur ces sujets. Donc, la position que la FNISASIC a prise est effectivement de dire l'acte létal ne doit pas avoir lieu dans l'établissement. Alors là, je rejoins la distinction entre éthique de principe et éthique de situation. Je pense que ce n'est pas la loi qui peut régler la question, comme vous l'avez dit. À partir du moment où quelqu'un dit absolument je veux mourir et je veux qu'on m'aide à mourir, quel accompagnement fait-on de la personne dans les établissements? Là, on est vraiment sur un problème d'éthique qui ne peut pas être à régler ni par la loi ni par nos associations. C'est vraiment une question de terrain. Et ce qui est commun, en tout cas, c'est que notre obligation, c'est d'accompagner la personne au maximum jusqu'au bout. Hein, on s'y engage et même si elle a pris la décision de mourir, il faut qu'on l'accompagne. Mais notre position, c'est qu'on l'accompagne plutôt à l'extérieur
et non pas intérieur. Alors, au plan législatif, donc nous ne sommes pas au niveau de l'ecclésiastique comme de la FEP, on n'est pas intervenu sur les autres aspects de la loi, considérant que la Société française de soins palliatifs qui menait la bataille était clairement positionnée et que ce n'est pas nous qui allions pouvoir rajouter quelque chose de plus à ce que disait la Société française de soins palliatifs. Et nous avons fait passer un certain nombre d'amendements. Donc, c'était l'article 16 du projet de loi qui disait que lorsque dans un établissement, l'ensemble du personnel refuse que l'acte létal puisse être pratiqué par eux, il faut que le directeur facilite la venue d'une équipe extérieure pour le pratiquer. Et donc, nous avons fait passer des amendements, des projets d'amendements, mais qui n'ont pas été débattus parce que le projet de loi n'est pas allé jusque-là, sur le fait qu'il ne fallait pas, qu'il fallait abroger cet article et considérer que l'aide à mourir ne pouvait pas être pratiquée en établissement. Et donc, un certain nombre de parlementaires ont accepté de porter cet amendement. Voilà pour l'essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être voilà, prendre un temps de réaction, de questions, peut-être si certains souhaitaient soit réagir, soit poser des questions. On avance encore un petit peu dans le temps qui nous reste. Oui, Pierre, je peux m'exprimer. Madame Oui, bien Pierre-Marc, refuge protestant. Moi, je découvre le sujet parce que je suis président d'association depuis 1 an et ce n'était pas mon parcours professionnel. Donc, je découvre le sujet et sur un EHPAD comme Castres, on a à peu près sur 68 résidents, 15 décès par an. C'est une charge qui est déjà relativement lourde, compte tenu de l'âge à laquelle les résidents, on en est, en ce moment, on a 6 centenaires sur 68 personnes. Donc, ça veut dire que les gens vivent chez nous quand même, mais ils rentrent en moyenne à 92 ans, en moyenne d'âge. Ce qui veut dire que l'échéance de fin de vie, elle est déjà vécue par nos équipes de façon assez difficile. C'est pas évident de voir des gens qu'on a suivis pendant 4 ans, 5 ans mourir. Et c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, on a des fois des équipes de soins palliatifs de l'extérieur qui interviennent chez nous. Je ne vois pas le directeur rentrer en opposition avec son équipe si l'équipe qui est à l'intérieur de l'établissement ne souhaite pas que soit pratiquée une activité létale dans l'établissement. Je pense que les soins palliatifs, à mon avis, doivent permettre de résoudre en douceur, et déjà nous on le fait, c'est déjà été fait par des équipes qui viennent de l'extérieur. Moi, je pense que c'est la seule solution, parce qu'après, ça pose des problèmes de droit du travail, ça pose pas mal de problèmes. Est-ce qu'on va mettre ça dans un contrat de travail? Je ne vois pas écrire quelque chose comme ça dans un contrat de travail. Je veux dire, dans une fiche de poste, ou dans un recrutement qu'on va faire. Bon, vous savez, ici, on pratique l'activité létale. Enfin, ça me paraît très difficile. Je veux dire, on est dans l'humain, là, donc on est dans l'éthique, vous l'avez rappelé, hein. Et c'est vrai que cette éthique-là, c'est de prendre soin des autres. C'est ça l'éthique, c'est de savoir prendre soin des autres. Et moi, je ne me vois pas conduire mon établissement, enfin, c'est pas le mien d'ailleurs, c'est pas moi qui suis à l'origine, je n'étais pas là en 1837, mais je ne me vois pas conduire cet établissement. Il y a suffisamment de sources de conflits dans un établissement. C'est une chose suffisamment grave. 15 décès par an, c'est énorme quand même sur un établissement. Je ne vois pas en rajouter de façon formelle de cette façon-là. Merci beaucoup, Pierre, pour ce témoignage et cette réflexion. C'est bien l'enjeu qui nous avait semblé important de partager, parce que la loi, en fonction de ce que la loi va donner, ça peut s'imposer, hein. On avait, je ne sais pas si, je crois que il y avait déjà eu un échange sur l'expérience de la Suisse, hein, où la loi étant passée, l'armée du salut était venu témoigner de ça. Eux, ils s'étaient opposés à ce que
l'acte létal puisse se faire chez eux. Et puis, il y a eu des conflits, des conflits, puisque en fait, la liberté de conscience, la liberté individuelle s'oppose parfois à la liberté de l'établissement ou du collectif. Et donc là, il y a un conflit. En tout cas, la loi en Suisse s'est imposée aux établissements. C'est-à-dire que les établissements qui avaient refusé de le faire dans un premier temps suisse ont été obligés de l'accepter. Et donc, il a fallu trouver les moyens pour organiser le service, pour qu'effectivement des structures externes viennent pratiquer l'acte létal, puisque c'était une possibilité donnée dans la loi et que les établissements, qui sont notamment les établissements qui sont conventionnés, mais je ne sais même pas si même les établissements privés, mais forcément conventionnés, ont été obligés par la loi de donner l'accès à l'acte dans leurs établissements. Donc c'est vrai que c'est une vraie question à laquelle il faut se préparer. Peut-être d'autres réflexions, questionnements. Pascal a levé la main. Pardon, oui, Pascal. Alors, Pascal Hubscher, parce qu'on en a beaucoup des Pascal aujourd'hui. Voilà, oui, Pascal Hubscher. Bonjour Pascal. Donc, comme je vous ai dit, on a fait une pastorale des aumôniers aussi sur la question et une formation par rapport à cette question. Et il y a 3 questionnements autour de l'accompagnement des personnes concernées par ce sujet. Donc, il y a la personne elle-même concernée, qui est demanderesse bien souvent, ou au moins dans ses directives anticipées, ce qui pose une autre question. Et nous avons, parce qu'on sait que les directives anticipées sont souvent déniées par la suite par les personnes elles-mêmes quand elles sont suffisamment valides pour pouvoir s'opposer au consentement qu'elles avaient pourtant écrit. Ça, c'est un autre sujet. Mais donc, il y a les personnes concernées et nous en accompagnons déjà pas mal puisqu'on a des personnes qui partent en Suisse depuis l'Alsace et même la Franche-Comté, etc., pour aller par exit avoir donc un suicide assisté. Nous avons les familles aussi dans l'accompagnement avec les aumôniers, familles qui ne s'opposent pas le plus souvent au consentement de leurs proches, mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles soient d'accord avec. Mais qui ne se croient pas autorisées de le dire à leurs proches, évidemment, dans ces moments-là. Donc, ils sont là aussi prises dans un dilemme éthique important. Et puis, donc, il en a été question par rapport aux soignants déjà. Donc, ça, effectivement, c'est très, très prégnant. Ou pour lesquels on est quand même bien. Enfin, ça a été défendu par la SFAP, la Société française d'accompagnement en soins palliatifs, dont il a été question tout à l'heure, et qui ont pris des positions très, très claires là-dessus. Et le dernier point qui se pose, c'est peut-on accompagner, c'est surtout ça qu'on a travaillé avec les aumôniers, peut-on accompagner des situations avec autant de bienveillance que l'accompagnement le nécessite et de non-jugement, etc., quand soi-même on semble en désaccord avec non pas la décision de la personne, mais le principe même général, puisque, bon, bien sûr, la décision de la personne, personne ne la remet en cause, mais néanmoins, ça peut mettre en situation difficile dans l'accompagnement que d'être même si l'accompagnement ne doit pas être conseillant, mais sauf si la personne en face le demande. J'ai une anecdote intéressante de quelqu'un qui partait pour Exit, et là, pour vous situer un peu le problème. Alors là, c'est un pasteur qui a eu cette question-là. La sœur de cette personne n'était pas d'accord. On a parlé au pasteur, a demandé si le pasteur accepterait d'aller voir la personne qui voulait partir pour mourir par le suicide assisté. Le pasteur a dit qu'il était d'accord, si la personne elle-même était d'accord qu'elle la visite. Et la sœur a dit au pasteur, elle m'a dit non parce qu'elle avait peur de changer d'avis. Donc, ce qui était assez intéressant de voir comment l'accompagnement peut être compris aussi par les personnes directement concernées.
Bon, ce qui posait quand même un problème sur la question du consentement, si elle avait peur de changer d'avis, mais qu'elle-même donnait au sujet. C'est pour dire combien on est dans des situations très, très compliquées et qui posent, à mon avis, un problème éthique de base, c'est qu'est-ce que le consentement éclairé? Et je pense que c'est une espèce de règle d'or dans l'éthique médicale aujourd'hui, mais qui a ses propres limites parce que bien souvent, quand on accompagne des personnes en fin d'existence, elles ne veulent pas imposer le spectacle d'elles-mêmes à leurs proches, d'être dans un tel état, ce qui ne veut pas dire qu'elles-mêmes veulent mourir, mais simplement elles ne veulent pas vivre cela vis-à-vis de ceux qu'elles aiment et qui sont proches, ce qui rend très difficile de savoir qu'est-ce qu'un consentement éclairé par rapport à ces questions de fin de vie, je trouve. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Je ne sais pas s'il y a encore une prise de parole. On Guy arrive a levé la main. Pardon, oui, pardon. Merci, Samuel. Oui, je vais intervenir. Alors, c'est un débat très intéressant et difficile hein, à la fois. C'est compliqué de prendre la parole quand même. Je vais prendre juste 3 minutes. Alors, partager un peu l'expérience, mais à partir d'une position qui est un peu singulière. Je suis médecin, mais je suis aussi prédicateur de l'Évangile. C'est pas très, très évident. Pour moi, la confrontation, enfin, comment dire, je suis plus souvent au niveau de l'éthique personnelle, individuelle, de situation, comme vous avez dit, mais j'ai été aussi dans une position différente pour un peu aider à mieux voir ce que disait la loi et à mieux l'appliquer. Au plan personnel, un peu partage d'expérience, hein. La première confrontation pour moi, une demande de fin de vie, ça a été, j'étais jeune médecin généraliste, hein, j'ai remplacé en Vendée, et une famille me demande, pour une mère qui était atteinte d'un cancer, à abréger les souffrances. Et c'était très, très compliqué par rapport à ma foi. Je ne suis pas censé donner la mort, en fait. Et j'ai proposé à la famille de préparer un cocktail, de leur donner. Elle m'a dit, ah ben non, non. Bah, je dis, mais pourquoi voulez-vous que moi, ma conscience soit, on va dire, bouleversée par ce que vous me donnez de faire, et vous, vous ne supportez pas pour votre conscience. C'était peut-être un peu brutal, mais bon, j'étais jeune, c'est comme ça que je leur ai renvoyé la chose. Et après, on a accompagné la personne tranquillement, elle est décédée. Une deuxième expérience, c'est un peu l'expérience en travaillant dans les tutelles, où il y a quelques années, il y a une dizaine d'années à peu près, avec l'association qui s'appelle ici, enfin l'association de soins palliatifs ici, j'ai organisé à l'échelle de l'ensemble du département des formations pour tout le personnel de santé et médico-social, les aides à domicile, etc. C'est la loi Leonetti. Voilà, c'était des interventions dans tous les EHPAD où on invitait les gens des SIAD, des services à domicile, dans les hôpitaux. Ça a duré 6 mois. Voilà, on a formé tout le monde pour sensibiliser aux soins palliatifs, à la bonne prise en charge en fin de vie et avec la mise en place d'une équipe mobile de soins palliatifs qui pouvait intervenir dans les établissements pour aider, accompagner et mettre en place les thérapeutiques recommandées hein, pour la fin de vie. Et voilà, je trouvais cela assez satisfaisant parce que maintenant, étant revenu travailler dans un établissement, je vois ce que ça apporte. Je ne suis pas spécialiste de soins palliatifs, mais enfin, dans un service de soins de suite dont je suis responsable, on accueille beaucoup, beaucoup de personnes en fin de vie. Et c'est vrai que à travers ce qui a été fait auparavant, l'accompagnement est facilité. Si bien que quand j'ai entendu parler du projet de loi, à mon niveau, je n'ai pas trop compris pourquoi. Parce que finalement, avec les armes qu'on a aujourd'hui, on arrive à répondre à la plupart des situations. Voilà. D'autant que les demandes des familles ne rencontrent pas toujours celles des personnes concernées. Récemment, le responsable de cette association de soins palliatifs avec laquelle j'ai monté des formations a été hospitalisé dans mon service. Et il m'a raconté une anecdote qu'il a vécue, lui, en tant que médecin de soins palliatifs. Il a été aussi médecin généraliste en cabinet. Une dame accidentée, arrivée dans le coma, intubée, etc., dans un service de long séjour. Et les enfants demandent la mort, demandent à abréger parce que, voilà, par rapport à la dignité de la personne, à finalement une sorte d'inutilité de la vie, cela. Donc, il fallait, entre guillemets, débrancher. Bon, tous les enfants étaient d'accord
Il a dit, bon, écoutez, pour vous en tant que famille, ce serait intolérable par la suite de penser que vous avez abrégé la vie de votre maman. J'ai entendu ce que vous avez dit, laissez-moi prendre le temps et c'est moi qui le ferai. Donc, il était d'accord pour le faire. La loi, je ne sais pas si elle autorisait ou pas, bon, bref, en tout cas, lui, l'accompagnement palliatif, puis à un moment, arrêter les soins actifs. Il a un peu traîné à le faire et un jour, il annonce à la famille, il dit, bon, écoutez, demain, je vais débrancher votre mère. Et le lendemain, j'arrive pour faire ma visite, mais ça faisait plus d'un mois hein, déjà que la personne était là. J'arrive, la personne, bonjour docteur, réveillé. Et elle a vécu un long moment, il a revu en consultation au cabinet. Après, bon, il est décédé de sa mort, de sa belle mort. Donc, vous voyez, la personne n'avait rien demandé, la famille demandait, on pensait que tout était fini. Alors, ça ne se passe pas en général de cette façon-là. Mais ce que enfin, pour ma part, aujourd'hui où j'en suis, c'est de dire les outils de la loi Léonetti-Claes sont assez intéressants pour accompagner la plupart des situations. La plupart. Il y a toujours des personnes qui sont en dehors des situations classiques et c'est peut-être là que le législateur doit intervenir. Après, toujours la clause de conscience des personnes qui interviennent. Voilà. C'est là qu'on fait confiance à nos représentants au Conseil consultatif national d'éthique, etc. Mais je pense que l'éthique individuelle reste très, très importante. Et puis, pour terminer, la position, quand on est dans une position comme la mienne, quel regard apporter à l'établissement, à la structure dans laquelle on intervient, du coup, là, en tant que chrétien? Parce que je ne travaille pas dans l'EHPAD chrétien dont je suis président. Je suis à l'extérieur avec une expérience, mais est-ce que mon regard doit influer sur le leur? Comment mener une réflexion avec eux, sachant qu'ils ont d'autres partenaires sur ce territoire pour travailler sur ces questions? Merci beaucoup pour votre témoignage et ces expériences partagées. Ça me permet de boucler un petit peu la chose, puisque voilà, la loi, vous le savez, pour l'instant est en suspens. Est-ce qu'elle reviendra ou pas? Il y en a un qui pourrait dire en fonction de ce qui va se passer devant nous au niveau politique. En tout cas, on sait que c'est un sujet qui reviendra, parce que c'est un sujet de société, un sujet de fond. Et je pense que c'est là-dessus qu'il nous semblait intéressant de se dire qu'on aura besoin de se retrouver parce que, évidemment, on va rester sur la position que l'on a défendue jusqu'à maintenant en disant qu'il est urgent de continuer à développer les soins palliatifs, la meilleure compréhension de la loi Leonetti, notamment des directives anticipées, mais que effectivement ces sujets, il faut s'y préparer parce qu'ils vont, d'une manière ou d'une autre, probablement revenir. Il nous semblait intéressant, et je terminerai peut-être là-dessus, de voir comment, au-delà de la loi, dans nos établissements, on arrive ou pas justement à ouvrir des espaces de discussion autour finalement de la prise en compte de la mort, parce que c'est quelque part un peu cette question. Je sais que Timothée, vous aviez mené, je crois, sur votre EHPAD, si tu veux peut-être juste dire un mot du travail et même à la fois du travail, de la volonté que vous aviez et en même temps des difficultés auxquelles vous avez été confrontés quand vous avez voulu justement mener un travail autour de cette question de l'appropriation, enfin de la meilleure compréhension de la place de la mort dans nos établissements. Merci. Et très brièvement, en fait, j'ai lu le petit bouquin de cette directrice de la Fondation Partager Vie qui est à Dieppe, peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle, je me le remets sous les yeux, et ben voilà, je l'ai oublié, si on parlait de la mort. C'est ça, c'est un petit bouquin qu'on trouve dans les librairies, super intéressant, je l'ai lu, très pratique pour nos équipes, très concret avec une réflexion complète. Et donc en novembre, on s'est dit en comité de direction, mais tiens, comment on aurait envie de travailler sur le sujet? On a fait tout un ensemble de réflexions là, pendant 2 heures, on a fixé plein d'idées, et depuis, en fait, j'ai senti que c'était pas encore le moment pour en parler, et c'est un sujet un peu trop lourd. Et on s'est dit, en fait, alors, on n'est pas encore prêt. Je sens, alors c'est une perception que j'ai pu partager avec plusieurs. On a, que ce soit du théâtre, de la réflexion sur comment on accompagne, enfin, plein de sujets vraiment avant, pendant, après. Même si on ne fait pas mal aujourd'hui, on aurait envie de faire mieux. Mais encore faut-il que ça soit le bon moment. Donc la réflexion pour l'instant, elle est toujours affichée dans notre bureau, dans notre salle de réunion, mais on n'a pas encore déclenché toutes les actions parce que
peut-être que c'est pas encore le moment et qu'il y a besoin que nos équipes mûrissent, sachant que, et je termine avec ça, on a une très grande diversité, je le sais dans nos équipes. Évoqué tout à l'heure, voilà, il y a une infirmière qui nous a dit clairement, mais moi, s'il faut pousser l'aiguille, il n'y a aucun souci, j'y vais. Et puis en même temps, j'ai des collègues qui viennent notamment d'Afrique noire pour qui c'est inconcevable. Voilà, donc le but, c'est pas de mettre le feu à l'établissement parce qu'on aurait mal préparé la réflexion. Donc, donnons-nous encore du temps et j'apprécie que ces discussions de ce matin, où j'entends, on n'est peut-être finalement pas trop pressé d'aller trop vite. Merci beaucoup, Timothée. On n'est effectivement pas pressé de prendre des décisions et on est peut-être heureux que la loi finalement soit repoussée. Par contre, je crois qu'on est pressé de travailler ce sujet-là. Et quand on voit effectivement combien parler finalement de la mort dans nos établissements et même entre nous est un sujet quand même très difficile, là, je pense que voilà. Alors, on verra si c'est un sujet que le cercle voudra reprendre dans le temps qui vient. Merci à Isabelle Rousselet qui a mis dans le chat le lien vers ce livre, si certains ont envie de le découvrir. Vous le retrouverez aussi dans le compte rendu. Mais voilà. S'il n'y a pas d'autres prises, on a un petit peu débordé, mais comme on avait commencé un petit peu en retard, on a à peu près tenu notre heure. Merci beaucoup à chacune et chacun de votre présence, de vos réflexions, de votre participation aussi en amont du cercle à cette réflexion. Pascal qui est intervenu, à notre partenaire de la FNIS ASIC. Voilà, je crois que c'est encore une fois un sujet il est urgent de continuer à y réfléchir. Voilà, merci beaucoup. Si. Pierre-Olivier, pour tous ces échanges. Donc, on aborde, comme convenu, la deuxième partie de ce temps de cercle avec donc Michael, si tu peux prendre le relais. Désolé pour cette transition un peu brutale qui concerne effectivement le tarif différencié. J'ai été sollicité par Isabelle pour pouvoir vous proposer aujourd'hui un partage d'informations. Alors clairement, au sujet du tarif différencié, il y a plein de discussions, il y a bon nombre de discussions qui s'opèrent autour de la philosophie et du dispositif. Je n'ai pour ma part aujourd'hui qu'un seul objectif, si je puis dire, c'est de vous faire part de toute la réflexion et toute l'analyse, en tout cas juridique, que j'ai pu faire autour de ce dispositif. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend, Mickaël. Tu peux te présenter pour savoir d'où tu parles? Oui, bien sûr, pardon. Oui, je pense Nous, on te effectivement. Oui, connaît, mais tout à peut-être fait. pas tout le monde. Oui. Donc, Loris Michael, je suis directeur général de l'association Diaconat Bethesda. L'association Diaconat Bethesda et son groupement de coopération médico-sociale représentent 600 places d'établissements médico-sociaux dans le Grand Est et principalement dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. On a plusieurs établissements, un service de soins infirmiers à domicile, un centre de ressources territoriales et une résidence senior actuellement d'une vingtaine de places. Voilà pour la présentation brève et rapide. Je vous propose de rentrer directement dans le sujet pour ne pas vous faire perdre trop de temps et peut-être après laisser la possibilité ou l'ouverture aux différentes questions qui peuvent se poser. Donc le tarif différencié, pourquoi est-ce que et au sein de notre association, on s'y est intéressé? On s'y est intéressé parce que, comme je ne sais pas si vous voyez mon PowerPoint, non, je vais le partager, pardon. Voilà. Est-ce que le PowerPoint est à présent affiché? On le voit très bien, merci. OK. Donc, dans les EHPAD habilités à l'aide sociale, et vous le savez, hein, pour tous les gestionnaires d'EHPAD, il y a tous les bénéficiaires bénéficient aujourd'hui du tarif aide sociale. Alors que seul un résident sur 4 y est effectivement éligible aujourd'hui. On a des établissements qui ont entre 10 et 20% de personnes qui bénéficient d'un tarif aide sociale, et pour autant, le reste de la population que nous accueillons n'y est pas soumis. Alors, il est vrai, une vraie philosophie, et la philosophie de l'aide sociale, nous souhaitons la continuer, la faire perdurer, mais avec peut-être une réflexion différente, si je puis dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, la raison d'être du tarif aide sociale, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions. C'est que l'habilitation à l'aide sociale qui est arrêtée par les présidents des conseils départementaux, en tout cas pour nous,
ne laisse aucune marge de manœuvre pour le développement de projets innovants, pour la réhabilitation des établissements, pour l'entretien du patrimoine, des investissements lourds. Au demeurant, on s'est rendu compte depuis maintenant 2 ans que le taux d'évolution restreint ne permet pas de couvrir aujourd'hui les évolutions de gaz, d'énergie, d'eau, et notamment d'apporter des éléments complémentaires concernant la qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que notre financement, et on l'a toujours voulu ainsi, et c'est tout à fait normal, est un financement qui est extrêmement bas aujourd'hui. Un tarif et pour nos établissements, c'est la moyenne entre 65 et 70 euros par jour. Oui, c'est très cher pour nos bénéficiaires, ça représente environ 2200 euros par mois. C'est extrêmement cher, mais un modèle économique aujourd'hui qui présente un tarif de 65 euros par jour et qui comprend l'eau, le gaz, l'électricité, le repas du matin, du midi, du soir, la prise en charge du linge, plus tout l'aspect normatif de nos établissements, aujourd'hui, on ne peut plus tenir, et il n'y a aucun modèle économique qui tient à 65 euros par jour. Effectivement, en parallèle à cela, il y a une volonté des conseils départementaux de maintenir à tout prix le prix pour les bénéficiaires, et c'est normal. Là aussi, c'est tout à fait judicieux. Sauf qu'on peut se questionner aujourd'hui pourquoi, alors que nos CVS, en partie, votent les augmentations tarifaires, pourquoi les conseils départementaux veulent à tout prix maintenir ce prix très bas qui, aujourd'hui, nous empêche un certain nombre d'actions et qui met en difficulté financièrement nos établissements, voire même notre management aujourd'hui, puisque la pression repose sur nos épaules. Et je ne veux pas, en tout cas, en ce qui me concerne, être maltraitant à l'égard de mes salariés et de mes organisations parce qu'on a un coût qui est trop bas par rapport à ce que nous dépensons. Aujourd'hui, 14% d'inflation, 3% d'augmentation. La différence entre les 14% d'inflation et les 3% d'augmentation des tarifs, eh ben, ce sont nos établissements qui les prennent en charge. Voilà un petit peu le sujet qui nous a en tout cas orienté vers une réflexion autour de ce tarif différencié. Et encore une fois, je ne prône pas le tarif différencié, mais en tout cas, c'est un outil qui aujourd'hui nous intéresse fortement. Aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, le tarif différencié, de quoi parle-t-on? Il y a déjà un tarif différencié qui permet d'appliquer dans un même établissement un tarif réglementé fixé par le conseil, les présidents du conseil départementaux, et un prix fixé par le gestionnaire ou son représentant légal, pour d'autre part. Il faut faire une différence entre le tarif différencié et le tarif modulé. Le tarif modulé, il est déjà en cours dans nos établissements, en tout cas en fonction des chambres, en fonction de la taille des chambres, en fonction de l'orientation. Il est possible d'avoir un tarif modulé. Attention, ce tarif modulé, il est possible pour nos établissements, mais il ne vise pas à accroître les ressources de l'établissement par rapport à ce que donnerait l'application d'un tarif hébergement moyen. C'est-à-dire c'est une modulation, mais ça ne doit pas apporter de ressources complémentaires. L'article R314-182 du Code de l'action sociale apporte une ouverture aux tarifs différenciés. Que dit-il cet article? Il est présent il est à notre disposition depuis maintenant 2014 et bien avant. Il dit que, avec l'accord du président du conseil départemental, le tarif moyen afférent à l'hébergement peut être modulé par un organisme gestionnaire afin de tenir compte du nombre de lits, des chambres, des couples, de la localisation, de l'accueil temporaire et de l'accueil de jour. Pour les personnes en protection juridique, il y a un article qui précise ces différents éléments. L'article 314-182 du Code de l'action sociale et des familles apporte un complément. Il nous dit que, sur proposition du directeur d'établissement, le président du conseil départemental, qui fixe les tarifs, permet de moduler selon certains éléments. Que cela ne génère pas de recettes supérieures et que les bénéficiaires de l'aide sociale ne font pas l'objet d'une quelconque discrimination. Ça, c'est le tarif modulé. Pourquoi aujourd'hui il y a une réflexion autour d'un tarif différencié? Parce que je vous l'ai dit en préambule, le tarif de l'hébergement qui est fixé par le président du conseil départemental ne permet pas de financer les charges et qu'il y a une volonté de reprendre la main sur la fixation du tarif d'hébergement et de générer des recettes supplémentaires. Il faut faire très attention parce que cette démarche n'est pas anodine, peut avoir certaines conséquences négatives. Les réponses, on les trouve à l'article L342.1 du Code de l'action sociale et des familles. Et elle est aujourd'hui présente dans le projet de loi Bienveillir, qui, comme vous le savez, aujourd'hui est en suspens. Parmi
Et l'article 43.2.1 du Code de l'action sociale et des familles nous le dit, nous le précise, parmi les établissements habilités, donc on ne sort pas de l'habilitation à l'aide sociale, il peut y avoir une possibilité d'avoir un prix libre à côté du tarif réglementé. Ces établissements sont notamment, comme vous pouvez le voir à l'écran, cités dans l'article 342.3.1 du Code de l'action sociale et des familles et concernent les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Ce dispositif-là permet de rester habilité à l'aide sociale à 100% et pour autant d'appliquer un tarif qui peut être un tarif différencié ou tarif libre. Que nous dit l'article 342.3 du Code de l'action sociale? Il nous dit que les établissements d'hébergement peuvent être soumis à des dispositions du présent chapitre et que dans le cadre d'une convention d'aide sociale avec les présidents du conseil départemental, il peut, dans le cadre d'établissements qui accueillent moins de 50% de bénéficiaires à l'aide sociale, solliciter ce dernier pour pouvoir avoir une dérogation en ce sens et obtenir une convention de tarifs différenciés. Cette convention, elle doit préciser notamment les conditions de réservation et de mise à disposition des chambres, le montant du tarif et les tarifs afférents à l'hébergement. C'est une convention aujourd'hui qui est passée avec les conseils départementaux. Le prix libre doit être fixé par un contrat écrit entre les deux partenaires, conseils départementaux et l'établissement. Il y a un socle de prestations qui comprend une prestation de base et le conseil départemental peut fixer au maximum un pourcentage supérieur d'augmentation entre le tarif aide sociale et le tarif libre. Ça, aujourd'hui, c'est l'article 342.1 du Code de la santé publique qui nous l'indique. La loi Bien vieillir apporte une nouveauté, c'est-à-dire que je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui, le Code de l'action sociale et des familles permet de solliciter les conseils départementaux et de contractualiser avec le conseil départemental pour pouvoir avoir un tarif différencié. La loi Bien vieillir, elle, précise que une seule information suffirait à l'avenir à la promulgation de cette loi pour pouvoir déployer au sein de nos établissements les éléments concernant le tarif différencié. En tout cas, c'est ce qui est prévu dans cette fameuse loi Bien vieillir, avec quelques éléments complémentaires et un taux d'augmentation ou un taux d'annualisation qui est basé sur un taux d'annualisation national décidé en Conseil des ministres. Et c'est là où ça change aussi, quelque part, la donne. C'est-à-dire que le taux d'actualisation n'est plus celui décidé par le Conseil départemental, sauf pour l'aide sociale. Par contre, le taux d'actualisation pour le tarif libre, lui, se base sur une donnée nationale. Pour la petite information, en Alsace, on a pu bénéficier de 3% d'augmentation de nos tarifs par octroi du Conseil départemental. Le taux d'actualisation 2024 au niveau national est de 5% pour le dispositif tarif libre. Bien évidemment, avant de réfléchir à ce dispositif de tarif libre, il est important de se poser quelques questions sur l'habilitation à l'aide sociale, totale ou partielle. En tout cas, il est dangereux aujourd'hui de sortir de l'habilitation à l'aide sociale, puisque l'habilitation à l'aide sociale permet aussi de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de ressources complémentaires, dont des programmes d'aide à l'investissement financés par la CNSA. Il est important de faire un lien très précis entre la capacité à l'habiliter, les subventions d'investissement du département, ensuite faire une analyse entre les éléments et les prêts réglementés qu'on peut avoir au sein des établissements, mais je répondrai à des questions si vous le souhaitez en conclusion. Les questions à se poser aujourd'hui, c'est le choix d'un tarif libre est encadré les années suivantes par pourcentage ministériel. Est-ce que les conseils départementaux vont s'aligner sur ce pourcentage, vont aller au-delà? Aujourd'hui, je n'y crois pas, mais c'est un avis personnel. Quid du montant tarif aide sociale? Quid de la politique que souhaitent les établissements en termes de tarifs libres? La grille, l'accessibilité financière, l'analyse de la population du territoire, parce qu'il n'est pas non plus question de se rapprocher pour nous du tarif, et on souhaite être très loin du tarif du privé à but lucratif, parce que ça n'est pas notre mission, très clairement.
Il n'est pas question de se mettre en défaut par rapport aux autres établissements qui nous entourent, mais on le voit, certains des établissements qui nous entourent ont un prix de journée à 85 €, alors que nous, on est à 70 €. Et pour autant, on est dans le privé à but non lucratif et dans l'associatif. L'affichage, la transmission des données, un certain nombre d'éléments sont à se questionner, nécessitent questionnement avant de rentrer dans le dispositif. Et j'en ai parlé, l'adéquation entre le prix et la qualité de prestation proposée. Autre question à se poser pour toutes les personnes qui souhaitent rentrer dans ce dispositif-là, c'est la question de la règle fiscale. Et vous la connaissez très bien, peut-être même mieux que moi, c'est la règle des 4 P. Est-ce que le fait de passer au tarif différencié nous ferait basculer dans un dispositif où l'on serait soumis à l'impôt? La règle des 4 P nous éclaire à ce sujet. C'est une règle comptable, en tout cas, qui définit le produit, le public, le prix et la publicité. Est-ce que le produit est différent de celui du privé à but lucratif? Est-ce que le public est différent du privé à but lucratif? Est-ce que le prix est différent? Et fait-on de la publicité au sein de nos établissements qui nous mettrait en défaut par rapport à ça? Enfin, est-ce que l'opération envisagée risque ou de pas d'entraîner des assujettissements aux impôts commerciaux? Et c'est la question qu'on s'est posée précédemment. Enfin, et en résumé, effectivement, le tarif différencié, c'est un sujet éminemment politique. Quelle stratégie? Quelle philosophie d'action? La balance avantage-coût? Les différents scénarios possibles? Le système qui peut produire des effets seulement progressivement, puisque le tarif différencié ne s'applique qu'aux personnes nouvelles qui rentrent dans l'établissement. Le taux de trait de sortie dans nos établissements, c'est environ 15% par an, ce qui veut dire que c'est un projet d'évolution ou à évolution lente. Et puis, toujours et encore, que nous apportera la loi bien vieillir. Aujourd'hui, elle est prévue dans ces textes. Demain, on peut se questionner. Dans le cadre d'une mise en place, effectivement, il y a certains sujets à aborder. L'accord des instances délibérantes de l'association, CA, CSE. Aujourd'hui, si le dispositif est mis en œuvre avant le 1er janvier 2025, il y a toujours une convention à signer avec les autorités de contrôle et de tarification et les présidents de conseils départementaux. La grille tarifaire doit être cohérente et validée avec le CVS. Et en tout cas, elle ne s'applique qu'aux nouveaux résidents. Et enfin, ces éléments sont à transférer au niveau de la CNSA avec des affichages à respecter. Parce que là, il y a aussi un risque au niveau de la DGCCRF, si tant est que les tarifs ne sont pas correctement communiqués. Voilà, j'en ai terminé là pour une brève synthèse. J'ai bien conscience que j'étais assez rapide sur un certain nombre d'éléments. Mais en tout cas, l'objet, c'est de vous présenter, vous partager en tout cas un certain nombre d'éléments qui ont fait réflexion au sein de notre association. Un grand merci, Michael, vraiment pour cette explication et cette présentation, parce que, comme tu disais, c'est un sujet qui peut paraître âpre, mais qui nous intéresse et nous questionne beaucoup. Je pense sur tous les établissements, en tout cas les EHPAD, effectivement, on est vraiment sur cette réflexion. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent réagir, ont des questions à poser? Tout le monde est resté quoi? Moi, à Castres, on n'est jamais quoi. Une question par rapport à... Nous, on réfléchit un peu à ce système de tarification différenciée, en particulier par rapport à la règle des 4 P. Le conseil départemental ici souhaiterait non plus qu'on soit référencé à 100% en aide sociale, mais nous demanderait de réserver 15% des places à l'aide sociale. Se pose le problème de la question des 4 P à ce moment-là. Alors, les impôts commerciaux, moi, ça ne me dérange pas parce que pour l'instant, on fait des pertes. Donc, si je paye un impôt, c'est que je fais des profits. Donc, ça ne me gêne pas trop. En revanche, si je bascule sur un système différent, et ça, il faut quand même que je demande un réinscrit peut-être à l'administration fiscale en fonction de l'évolution. Si j'accepte ce taux de 15% et non pas de 100%, c'est par rapport à la taxe sur les salaires, sur la partie hébergement et sur la récupération au nom de la TVA.
Alors, j'ai demandé, parce que moi je vous dis, ça fait qu'un an que je suis à la tête de l'association, j'ai demandé à l'expert comptable qui m'envoie la balance, parce que je vais faire des simulations, notamment en particulier sur la récupération de TVA. On est un établissement qui faisons beaucoup d'investissements, et en particulier c'est sur l'hébergement qu'on fait des investissements. Le fait qu'on ne récupère pas la TVA, ça nous cause un préjudice, et en même temps, si on récupérait la TVA, on n'aurait plus de taxes sur les salaires. Oui. Et alors sur la salaire, sur la partie hébergement, parce que la taxe sur les salaires sur la partie soins fixée par l'ARS est financée finalement par l'hébergement. C'est-à-dire l'ARS nous donne une dotation, mais sur la dotation qu'ils nous donnent, on paye une taxe sur les salaires. Donc là, quand même, peut-être qu'au niveau d'une fédération comme la nôtre, sur la politique des EHPAD, on pourrait quand même intervenir peut-être pour savoir pourquoi on paye des taxes sur les salaires pour les opérations de soins. Je pense que ce serait quand même une revendication peut-être qui serait intéressante à porter. J'ai commencé à regarder donc par rapport à ce point-là, mais on est qu'au balbutiement, donc c'est pour ça que cette réunion d'aujourd'hui m'intéressait beaucoup, et votre PowerPoint m'intéresse aussi beaucoup pour le présenter en particulier au conseil d'administration pour qu'on avance dans notre réflexion. La taxe sur les salaires, sur la partie hébergement, en ce qui me concerne, c'est de l'ordre de 35 000 € à peu près par an. Il me reste à percevoir un peu si l'incidence de basculer de 100% à 15% en aide sociale, ça ne va pas me causer un préjudice en matière de TVA. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de réponse, que ce soit auprès de mon expert comptable qui gère d'autres maisons de retraite. Et donc, je vais faire des recherches un peu sur ce terrain-là et peut-être demander un rescrit fiscal sur ce point-là, pour avoir une position claire de l'administration, pour ne pas me retrouver un jour si j'ai déduit la TVA, qu'on me demande de la restituer, et ainsi de suite. Donc voilà où j'en suis de ma réflexion. Mais je trouve que si on passe comme ça, nous, à ce 15%, alors aujourd'hui, sur les 68, on en a 3 qui bénéficient d'aide sociale. On n'est pas l'acteur essentiel sur l'aide sociale. Ça c'est clair sur le département, mais peut-être que le département non plus n'est pas dans une région. Nos tarifs à nous, bon, par jour, par mois, c'est 2 000 €. C'est ça notre tarif. Donc, ça a l'air d'être supportable encore par les gens ici. Mais c'est une réflexion qu'il faudrait qu'on continue, nous, sur la partie est-ce qu'on bascule à ces 15% et qu'on en tire des avantages? Non seulement parce qu'on aurait un peu plus grande maîtrise, encore que vous nous avez dit que les augmentations, ce n'est pas nous qui les déciderions. Donc, je ne vois pas bien où est le bénéfice pour nous si ce n'est pas nous qui décidions des augmentations. Mais en même temps, il y a peut-être une remise en question sur le modèle économique de notre établissement, parce que pour 3 personnes qui sont à l'aide sociale, et si on fixe des tarifs, est-ce qu'on ne peut pas les prendre en charge nous? Enfin, voilà, je ne sais pas bien comment on peut... Enfin, il y a de la simulation à faire, quoi. Voilà. Excusez-moi d'avoir Pour été éclairer, Monsieur Roman, je réponds juste, enfin, j'essaye d'éclairer au mieux. En tout cas, pour moi, je ne conseille pas à mon association de sortir de 100% habilité à l'aide sociale. Ça, je ne leur conseille pas et je ne conseille pas mon conseil d'administration en ce sens-là. Par contre, je conseille de contractualiser avec les autorités de contrôle et de tarification un nombre minimum dont nous allons nous engager, c'est le nombre actuel de personnes bénéficiaires de l'aide sociale, pour qu'on continue à garder en interne notre philosophie et notre dynamique d'ouverture. Il n'est pas question, et passez-moi le terme, d'aller faire la course à la personne qui aura le plus de revenus pour pouvoir compenser nos dispositifs. Ça n'est pas ça l'objet. Donc clairement, moi aujourd'hui, je conseille de rester à l'aide sociale et 100% habilité à l'aide sociale par rapport à ce dispositif-là. Ensuite, le deuxième axe, c'est que le tarif différencié ou le surloyer, le tarif différencié, c'est vous qui le décidez initialement. Mais la loi grand âge dit que la différence entre le tarif aide sociale dans sa première partie de mise en œuvre et le tarif différencié que vous allez décider ne doit pas excéder 15%. Ça, c'est décrit dans la loi grand âge. C'est-à-dire, si vous avez 100 € par mois,
vous ne pouvez pas aller au-delà de 115 € sur votre tarif différencié. Ça, c'est la préconisation initiale. Ensuite, l'évolution tarifaire se fait en décision Conseil des ministres sur un indice national. Et c'est là où c'est intéressant pour nous, puisque cet indice national est calé sur la consommation, et non pas comme dans nos conseils départementaux, sur des décisions qui sont prises par nos élus au regard de l'impact que pourraient avoir des décisions électorales de secteur, si je puis dire, et je ferme la parenthèse. Voilà en tout cas. Sur l'aspect fiscal, et là c'est simplement un retour d'expérience, si vous me le permettez. Aujourd'hui, les établissements dans lesquels j'ai pu travailler et dans mon réseau, toutes les personnes et tous les établissements qui ont décidé de passer à l'impôt commercial, aujourd'hui, s'en mordent les doigts. Tous. Parce qu'ils ne bénéficient plus de la même aide que ce qu'ils ont pu avoir précédemment avec CNSA, PAI, etc. etc. Donc, aujourd'hui, moi, je n'entraîne pas mon conseil d'administration sur une sortie qui pourrait, parce que quand on fait appel à des cabinets d'analyse, voilà, ils sont très preneurs de cette analyse-là et à vous proposer ce dispositif-là, puisqu'effectivement, il y a une possibilité de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de restitutions de TVA notamment. Aujourd'hui, moi, je ne conseille pas mon conseil d'administration aujourd'hui dans ce sens. Monsieur Michael, Roman. juste, est-ce que tu peux enlever Oui. le partage pour qu'on se voit, s'il te plaît? Oh, pardon, C'est excusez-moi. pas grave. Monsieur Bachir. Et deuxième question, avant de redonner la parole autour de l'écran, est-ce que c'est partageable ton document ou pas? Laissez-moi le temps d'y réfléchir. D'accord. Mais si on met en replay, c'est possible par contre. Les gens peuvent le regarder, parce que c'est toi qui le Oui, présente. oui, oui. Oui, ok. Donc, parce que Yves, non, Pierre disait que le document l'intéressait, mais je voulais vérifier avec toi, est-ce qu'il est partageable ou pas. Donc, on laisse Michael réfléchir et si tu peux me le partager, je le partagerai. Voilà, c'était la Voilà, donc parenthèse. moi je souhaiterais intervenir là-dessus puisque nous sommes passés au tarif libre au niveau de l'EHPAD des Landiers il y a 10 ans exactement. Et on est Absolument. passé, pardon? J'ai Et on dit est passé à ce absolument. tarif libre, à ce tarif libre il y a 10 ans pour une raison très simple, c'est que nous étions dans l'impossibilité d'exploiter l'EHPAD avec les tarifs du conseil départemental. Et là, on n'avait même plus le choix. C'était soit le dépôt de bilan, soit on passait au tarif libre. Aussi bien le conseil départemental que l'ARS nous ont abandonnés sur ce terrain-là et ont abandonné d'autres établissements également dans la région lyonnaise. Donc, nous avons été contraints de le faire. Donc, quand l'exposé que j'ai entendu, donc là, je comprends pas mal de choses, hein. Enfin, je comprends. Je partage effectivement pas mal de choses. On y a gagné sur certains plans, puisque maintenant, on a une stabilité qui est au niveau des prix qui est remarquable. C'est-à-dire que maintenant, on fait des profits, entre guillemets, alors qu'avant, on enquillait les déficits les uns derrière les autres, hein. On était juste à 500 000 € de report à nouveau négatif, hein, quand on a mis en œuvre ce mécanisme-là. Alors, dire on s'en mord les doigts, oui et non. Oui, on s'en mord les doigts sur certains sujets, c'est-à-dire qu'on n'a plus droit à des PAI, à des choses comme ça. On n'a plus droit aux dons aux œuvres parce qu'on est fiscalisé. On a fait une étude l'autre jour en début d'année pour savoir si on se défiscalisait, si on pouvait, et on s'est rendu compte qu'on gagnait quand même 160 000 € de charges en étant fiscalisé. Donc, du coup, on verra les choses un peu différemment, c'est-à-dire que pour les dons, on passe par par la Fondation du protestantisme ou bien par une association autre locale qui a été prévue justement pour récupérer des dons aux œuvres. Donc là, nous, ça fait 10 ans qu'on a basculé là-dessus. C'est un système
un petit peu bizarre, mais qui nous permet surtout, chaque année, si on est en déficit, de remonter notre tarif, c'est-à-dire de créer plusieurs tarifs par année. Et alors, c'est très difficile en termes de gestion, hein. C'est-à-dire que nos résidents, nous, on doit avoir 7 ou 8 tarifs en fonction de l'année d'entrée du résident. Voilà, Oui, je ne sais pas si j'ai été clair dans mes propos. oui, ben, mais en fait, vous évoquez deux points. Je laisserai Michael aussi répondre s'il souhaite, mais vous évoquez deux points. C'est à la fois la question du passage en tarif libre et le passage en fiscalisation. Oui, absolument. Et oui, parce que le fait de passer en tarif libre nous a imposé, c'est ce que l'expert comptable nous a conseillé, et c'est ce que les autres associations qui avaient mis en œuvre ce tarif libre ont fait. Donc on a pratiqué la même. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que les conseils nous conseillent toujours d'aller dans des directions dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'aller. En fait, voilà, c'est pour ça que je rebondissais. Il y Hum, a une distinction à faire. Et effectivement, hum, ce que disait Pierre, c'est-à-dire qu'une incitation forte du département hum. à un déconventionnement, en tout cas sur la globalité, la totalité de sa capacité sur l'aide sociale, en fait, il y a un vrai sujet. Comme disait Michael, ne pas conseiller effectivement au conseil d'administration de se déshabiliter, ne serait-ce que partiellement, de l'aide sociale, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner parce qu'effectivement, ça induit quantité de conséquences, ne serait-ce que sur les questions de l'attractivité, parce qu'on ne sait pas comment vont évoluer les capacités à financer l'entrée en EHPAD des populations. Ça, c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Qui sait combien on aura de bénéficiaires de l'aide sociale dans les années à venir? Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a cette question d'aide aussi et de possibilité d'accéder à des subventions, à des aides, à des crédits. Ça, dans la mesure où on n'a pas 50% de son habilitation à l'aide sociale, c'est terminé. Hum. Vraiment à l'avoir en tête. Ah Mais oui, c'est clair. en fait, c'est deux choses distinctes que le fait de passer en tarif libre. On peut tout à fait passer en tarif libre tout en demeurant une association, ne pas être sur la question de la fiscalité. Hum. L'un ne va pas avec l'autre. Et si effectivement vous avez été conseillé dans ce sens-là, voilà, dû à votre situation très particulière, mais ce n'est pas une obligation. L'un ne va pas systématiquement avec l'autre. Oui, oui, non, mais c'est clair. Mais à l'époque, on nous l'a vendu comme allant ensemble. D'accord? Et puis, bon, c'était pas moi qui étais président à l'époque aussi, hein. Donc là, j'étais bien dans l'histoire, mais j'étais peut-être moins attentif. Euh, on nous a vendu ça, puisqu'aujourd'hui, on nous vend, potentiellement la machine arrière. Mais je redis, hein, si on nous a vendu la fiscalisation, c'est parce que on bénéficie de 160 000 euros de charges en moins chaque année. Donc, il faut se poser la question aussi, hein, parce que les deux sont combinés. Oui. Voilà. Et par contre, il nous reste 20% d'habitations à l'aide sociale. Michael, tu voulais compléter Oui, la... non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Anne, et avec ce qui a été dit, hein. Il faut effectivement, la règle des 5 P s'applique aujourd'hui. Bon nombre d'établissements sont passés au tarif différencié sans être ni déshabilités, ni imposés ou imposables. Aujourd'hui, la situation des 5 P est encore en analyse, mais effectivement, c'est un risque qu'il faut observer et qu'il faut observer au regard de son environnement proche. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, oui, effectivement, on y est incité. Euh, pour l'avoir mis en place dans une autre vie, il y a aussi quelques questions qui se posent lorsqu'on observe les choses qui sont écrites sur le papier, mais qui, dans la vraie vie, ne se questionnent pas. Par contre, j'incite vivement, en tout cas mon conseil d'administration, de mettre dans les conventions qu'il signe avec le conseil départemental des garde-fous en termes de nombre de personnes habilitées à l'aide sociale, en termes de fléchage des ressources. C'est-à-dire que les ressources complémentaires doivent être clairement fléchées et on doit les suivre en interne. Et je pense que c'est ça notre garde-fou, pour qu'on ne devienne pas demain des établissements privés à but lucratif et qu'on puisse vraiment faire un retour
auprès de nos partenaires, de tous nos partenaires, y compris nos partenaires sociaux. Voilà. Les excédents qu'on a pu générer dans le cadre de cette politique-là ou de cette nouvelle politique-là, elle est fléchée à la mise en place de services support, la restructuration et la construction de nos établissements, la qualité de vie au travail, l'animation, le lien social. Ça me semble essentiel parce que nous le mettons en place à un moment, mais je pense aussi qu'il faut penser aux générations futures qui hériteront de ce dispositif-là et qui doivent effectivement, de mon point de vue, s'orienter dans cette philosophie qu'on aura décidée aujourd'hui pour garder nos racines et notre âme, si je puis dire. Je complète ton propos auquel je souscris complètement. Pardon, Guy, je ne vous ai pas laissé la parole. Allez-y. Oui, merci. Juste un peu la situation actuelle des térébintes, hein. Donc, nous, on n'est pas habilité à l'aide sociale. Les tarifs sont très, très bas, parmi les plus bas du département, petite capacité, etc. On ne s'en sort pas trop mal financièrement, mais on arrive à un tournant où il faut moderniser l'établissement, reconstruire, aller sur de nouvelles activités avec l'accompagnement de la Fondation d'Armée du Salut. Et donc, dans le contact avec les autorités, il est apparu nécessaire d'aller vers l'habilitation à l'aide sociale parce que c'est vrai que depuis quelques années, on essaie de demander des subventions à la CNSA et c'est vrai que l'ARS nous opposait toujours, puisque c'est l'intermédiaire, la limite capacitaire. Disons, voilà, un petit établissement, moins de 80, ça passe pas. Bon, ce qui n'est pas très légal en fait, hein. En réalité, il y a pas, la loi n'impose pas un seuil, mais pour eux, c'est ce qui nous oppose. Et donc, on avait fait intervenir une fédération, je ne sais plus si c'était la FEA ou autre, qui avait démonté cet argument et l'ARS était revenu en arrière. Mais on butait toujours sur la question de l'habilitation à l'aide sociale. Et là, effectivement, en réunion duel avec le président du département, il nous a voilà, clairement dit que ça nous serait bénéfique et effectivement, ça ouvrirait les portes. Donc, on a fait une demande d'habilitation à l'aide sociale. La question qu'on s'est posée, c'était habilitation totale, partielle, mais au vu de la petite capacité et de la possibilité ultérieure d'avoir des tarifs différenciés, enfin, avec une convention d'aide sociale, on est allé sur une habilitation, une demande sur l'ensemble de la capacité, à revoir après, un peu où on en est. Merci pour ce témoignage que je peux compléter avec la réflexion menée par les diaconesses de Reuilly, puisque nous avons engagé sur 2024, enfin fin 2023, cette même réflexion sur l'ensemble des 18 EHPAD qu'a la Fondation. Et nous avons décidé de demander pour chacun des départements concernés la mise en place d'abord d'une convention d'aide sociale lorsqu'elle n'existait pas et de tarifs différenciés dans un deuxième temps. Et oui, j'entendais Yves, le gain que vous constatez grâce à la fiscalisation, c'est certain que la mise en place de tarifs différenciés laisse entrevoir des gains non négligeables sur chacun des établissements et je pense que ça va effectivement nous permettre de faire davantage face aux nombreuses charges qui pèsent sur les établissements et que nous ne parvenons plus à financer. Auxquelles nous ne parvenons plus à faire face. La question, elle est complètement là. Nous, le problème, c'est que si on n'avait pas fait ça il y a 10 ans, je ne serais pas là pour vous en parler. Parce qu'en 2016, on a été à deux doigts d'être en cessation de paiement parce qu'on n'avait plus les ressources. Quand on est à 7 euros d'écart entre le prix de revient entre le prix de revient et le prix payé, et quand on se rend compte que les EHPAD qui sont à côté ont les 7 euros donnés par le conseil départemental et que nous, on ne les a pas, il y a un vrai sujet. Et cette situation, elle se rencontre dans de nombreux Mais établissements. bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. C'est pour ça que je vous fais partager mon expérience, hein. Maintenant, on n'est pas fiers de ça, hein, non plus. Par contre, on existe encore. Alors, on a des prix qui sont un petit peu trop élevés par rapport aux autres, maintenant un petit peu plus élevés que les autres. Mais bon, on va peut-être avoir les moyens de faire des gros travaux que les autres ne peuvent pas. Donc il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de réponse, unique de toute façon, hein. Et c'est toujours en fonction des événements.
des événements, des partenaires et des interlocuteurs que nous avons aussi, hein, parce que là, sur la Fondation Diaconesse de Reuilly, c'est très intéressant parce que finalement, on est sur l'ensemble du territoire national et on voit bien que selon les départements auxquels nous nous adressons, la réponse n'est pas la même, les postures ne sont pas les mêmes. Bon, voilà, certains départements, Mickaël, tu parlais de l'obligation de plafonner à 15% d'augmentation. Certains départements nous ont dit, faites ce que vous voulez. Oui, Voilà. je reformule juste mon propos, Anne. Effectivement, hein, certains départements sont très ouverts. Moi, en tout cas, pour ma part et dans la stratégie, je suis resté sur la stratégie de ce qui était décrit dans la loi Grand Âge et la loi Grand Âge, parce que je le rappelle, hein, la loi Grand Âge part dans une autre philosophie, c'est-à-dire qu'on ne conventionne plus avec l'aide sociale, avec les départements, mais on informe simplement les départements de cette volonté de sortir et de passer aux tarifs différenciés. Et c'est à ce moment-là que je pense que le législateur a mis un garde-fou, et ce garde-fou, c'est 15% qu'il a indiqué. Donc c'est pour ça que je suis resté dans cette dynamique-là. Mais effectivement, hein, certains départements vont bien au-delà. Voilà où se situe notre réflexion, en tout cas. Avec les interrogations que ça peut susciter. Pascal. Oui, j'ai deux petites remarques, questions. Je pense qu'effectivement, je suis entièrement d'accord et merci pour ces échanges tout à fait instructifs. Il y a la différenciation par département et la question du temps. À quel moment on peut le faire? Moi, je crois que dans notre stratégie ici à la Fondation Lambrèche, c'est qu'on essaye d'être profitable de nouveau, puisqu'on perd de l'argent aussi, avant de mettre en place cette mesure par en fait d'autres moyens. Optimisation du taux d'occupation notamment, réduction d'un certain nombre de dépenses, dynamisation, je dirais, du projet d'établissement, autour du projet d'établissement, et on aura le CEPOM l'année prochaine, en 2025. Question à propos du CEPOM, est-ce que ce n'est pas l'occasion à ce moment-là, après avoir pris les décisions qui vont bien par rapport à une partie de prix libre, une partie seulement des lits, ou est-ce que c'est complètement décorrélé, à votre avis, d'une négociation CEPOM? Je peux répondre en partie, hein, si vous le souhaitez, à partir d'une expérience. Alors, on est effectivement en négociation CEPOM pour notre association. Il a clairement été posé comme leitmotiv initial, le CEPOM n'apportera aucun moyen complémentaire. Par contre, nous avons demandé aux autorités de contrôle et de tarification d'inclure et d'identifier un certain nombre d'objectifs et que ces objectifs, si nous les mettons en place, soient en lien avec le tarif différencié. C'est-à-dire, OK pour cet objectif-là, mais il ne sera mis en place qu'à la condition d'un tarif différencié qui nous permettra de le mettre en place. Donc, nous avons conditionné un certain nombre d'actions à la mise en œuvre du tarif différencié. Ça, c'est pour la première partie, en tout cas, de la réponse. C'est pour une question ou c'est pour, je vais dire, en interne et même vis-à-vis de ton CA ou autre, ou c'était une condition parce que vous sentiez que le conseil départemental en face était plutôt réticent C'était pour mettre une pression par rapport à ça. Parce qu'effectivement, hein, dans ce que vous dites, et très justement, je vais être très clair dans mon propos. Le tarif différencié, c'est notre dernière cartouche, hein. On n'en a plus d'autres, hein. Donc, la question du timing, elle est ultra importante et je suis confronté à celle-là aujourd'hui. Je suis très en lien avec nos politiques locales. Si les politiques locales décident une augmentation tarifaire, et pour l'instant, je ne sais pas, il y a eu 3% d'autorisés, mais il semblerait qu'ils vont réautoriser 3% au cours de l'année, je ne demanderai pas le tarif différencié avant la mise en œuvre des 3% complémentaires, puisque de toute façon, je vais les avoir, ces 3%. Mais cette question de timing, elle est essentielle. Mais à un moment aussi, je dirais, à force de louvoyer, il faut prendre des décisions. Et aujourd'hui, les situations financières qui nous imposent nécessitent aussi que l'on puisse prendre des décisions les meilleures, certes, peut-être les moins pires. Mais voilà, oui, cette question du timing est essentielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je regarde ici la situation des EHPAD qui appartiennent au département, qui sont tous fortement déficitaires.
le département a la volonté de remonter un peu la tarification. D'abord pour combler chez eux. Et nous, indirectement, on profite de cette situation-là. Donc, pour avoir quelque chose de plus homogène, et peut-être que pour l'instant, on est dans cette réflexion-là, le tarif différencié, tant que le département n'a pas changé son fusil d'épaule en matière de taux pratiqués dans ces établissements publics, pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas rattrapé leur déficit, ils vont augmenter, ils vont mécaniquement augmenter l'autorisation qu'ils donnent sur les tarifs. Donc, ça fait partie de l'équation, en fait, de savoir quand est-ce qu'on passe au tarif différencié ou pas. Donc, c'est vraiment des grosses simulations à faire à ce niveau-là. Parce que l'impact que vous indiquez sur un tarif différencié, c'est sur les nouveaux entrants. Oui. Alors, nous, on a 15 décès par an, donc j'ai 15 nouveaux entrants par an. Bon, ça veut dire qu'on va dire, allez, on va faire. C'est un peu dommage de raisonner comme ça parce qu'on parle de l'humain, mais c'est-à-dire qu'en 5 ans ou 6 ans, tout le monde sera au tarif différencié. Oui, c'est la projection que j'ai faite effectivement aussi par différents tableaux, par différentes perspectives, par des atterrissages. Et les atterrissages, effectivement, me permettent aujourd'hui d'identifier un taux plein tarif différencié dans 7 ans. Voilà, donc c'est ça qui va conduire ma réflexion, en fait, pour savoir comment je vais aller chercher l'info auprès du département ou pas. Ou si je le laisse faire pour l'instant parce que moi je suis à 100%. Tant qu'ils n'ont pas rattrapé leur déficit chez eux, ils vont être obligés de mettre des tarifs plus élevés. Donc, Ça n'est pas une réponse de l'urgence, hein, effectivement, hein, c'est une réponse sur le long terme. Mais il ne faut pas oublier non plus que le tarif différencié que vous allez mettre en œuvre, bien évidemment, il impactera, et en tout cas le tarif de base, il sera impacté par les taux d'évolution qui seront mis en œuvre. Or, le taux d'évolution, il sera celui du département et celui qui est décidé au niveau national. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte dans l'analyse. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous, on est passé au tarif libre en août 2014 et on a été en état de cessation de paiement en janvier 2016. Parce que, justement, on n'avait pas un renouvellement de public suffisamment important, entre guillemets. Donc, il faut bien voir que les effets d'un choix ou d'une décision ne produisent, enfin les conséquences, enfin les effets, on les constate que 1 ou 2 ans après ou 3 ans après. Parce qu'en janvier, on était en cessation de paiement et par contre, 2016, ça a été la première année bénéficiaire. C'est un gros paquebot, hein, mais c'est vrai que nous, on a une maison de 120 lits, hein, donc c'est un tout petit peu plus important aussi. Mais une décision, l'impact, elle arrive de nombreux mois après, et voire de nombreuses. Écoutez, je vois que ça suscite. Juste pour dire, Pierre-Olivier doit nous laisser, il a un autre impératif. Voilà, donc remercier Pierre-Olivier pour la première partie qui a concerné la loi fin de vie. Voilà, c'était juste pour l'excuser. Et on arrive au terme. Après, s'il y a encore quelques échanges, évidemment, non, si je vous êtes vais encore partir disponible, aussi on peut. Mais je vous remercie, c'est la première fois que je participe à une réunion de cette nature et ça ne sera pas la dernière. Bon, bah, très bien. On a un peu changé le format là. On a Ouais. plus été sur du partage de pratiques. Ouais. D'autres fois, on fait plus le tour de table. Voilà, je pense que c'est un format qui peut être intéressant de Ouais, poursuivre. c'est très intéressant pour nous. Merci beaucoup. Pas de rien. Merci. Petite question pour Anne Jacot. Si, avec les Diaconesses de Rilly, vous avez un établissement dans les Hauts-de-Seine, je ne sais pas si c'est le cas, quelle est votre perception du département des Hauts-de-Seine par rapport aux autres départements, pour faire suite à la remarque de tout à l'heure qui disait que c'était très différencié, département par département? Pascal, je ne saurais pas te dire, il me semble Il y a qu'au Meudon, mais elle est pas, c'est dans l'Essonne, non, Meudon? Non, Meudon, c'est bien dans les Hauts-de-Seine aussi. Ah bah, il y a Marie-Joëlle Serpeau que tu connais, Oui, oui, oui. Pascal, qui a un établissement à Meudon. Oui, Mais dans le coup, elle n'est pas là. voilà, mais tu peux éventuellement la contacter pour Ouais. voir ses relations, comment ça se passe. Parce que moi, j'avoue que je n'ai pas ce retour-là. Si tu veux, Pascal, je pourrais te donner ses coordonnées si tu le souhaites. Oui, je veux bien ces coordonnées plus directes, oui, s'il te plaît. Ouais. Marie-Joëlle, on est d'accord. Donc, ouais, je dis pas de bêtises, hein, non, c'est bien Meudon.
il me semble. Il me Oui, semble. c'est l'établissement qui s'appelle. On va laisser. J'ai oublié. Euh, les pâtes du Châtelet. Ok, voilà, c'est ça. Et On s'en Pascal, souvient pas à cause de la confusion par rapport à la situation géographique du Châtelet. c'est ça, c'est ça. Je t'enverrai les coordonnées. Écoutez, merci à tous pour tous ces retours. Merci beaucoup à Michael pour cette présentation qui était très claire. Même Et à moi, Pascal également. ouais, c'est vrai, oui, mais c'est vrai que déjà sur ce point très spécifique et un peu ardu du tarif différencié, c'était chouette. Et puis effectivement, merci beaucoup à Pascal et à Pierre-Olivier pour toute la présentation en première partie de ce cercle. Là aussi, je pense que ça va nourrir nos réflexions dans les temps à venir. Et il est parti, mais le partage aussi sur ce petit bouquin peut être intéressant, je pense, pour dans nos établissements soutenir et sous-tendre la réflexion d'équipe et collégiale sur ces questions-là. Isabelle, je te laisse, ou Pierre-Olivier. Écoutez, non, voilà, c'était juste, moi je vous remercie tous. Voilà, on l'a enregistré, parfois on oubliait d'enregistrer. Je pense que là, ce sera vraiment intéressant de pouvoir le proposer en replay parce que dans un compte rendu, ça, je suis pas sûre que ça donne tout son sens. Donc, je pense qu'on sera plutôt sur la possibilité de le re-regarder avec juste quelques notes sur un compte rendu rapide. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous. On espère que ça motivera aussi tous nos collègues qui travaillent autour du public personnes âgées de nous rejoindre. Et puis voilà, merci encore. Et Pierre-Olivier, si tu veux un petit mot de la fin. Eh ben Je te non, croyais parti, mais je non. je me joins à vos remerciements. C'était vous, Anne et Isabelle, qui étaient les invitantes. Donc, merci pour l'organisation de ce cercle et bonne continuation aux uns et aux autres pour faire face à ces défis, que ce soit autour de cet enjeu de la fin de vie ou de ces questions économiques qui, on le sait, sont particulièrement sensibles pour nos institutions. Donc, bonne suite à chacune et chacun d'entre vous.